Bonsoir à tous. Alors, merci pour votre participation à ce webinaire organisé par GACD. Alors, je suis désolée, je ne sais vraiment pas ce qui se passe ce soir, mais nous avons plein de difficultés avec Zoom ce soir. Bon, ce n'est pas le cas d'habitude, donc ça, c'est les problématiques du direct, comme on dit. Alors, ce soir, on voulait vous faire en plus énormément participer à cette conférence puisque le thème est comment va le moral par rapport à la situation sanitaire actuelle. Le docteur Serge Deschaux, qui est expert au ministère de la Santé, va nous faire participer, par son expérience, il va nous apporter donc son expérience et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors malheureusement, a priori, donc problème de micro, mais au moins par le chat, posez-lui toutes les questions parce que ce soir, il va nous donner des chiffres, il va nous faire comprendre comment on peut mieux être, les praticiens, vous les praticiens, mais aussi votre équipe. Serge, bonsoir. Bonsoir. Alors, Serge, tu vas devoir me dire quand est-ce qu'on change les diapos, hein, on va Ben, vas-y, ranger comme ça. tu changes. Alors, je vais te laisser la parole et on va commencer. Vas-y, tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, l'occasion m'est donnée maintenant donc, de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Serge Deschaux, je suis chirurgien dentiste libéral à Rennes et j'ai l'avantage d'avoir 65 ans. Je dirais un avantage, c'est peut-être parce que bon, j'ai quand même pas mal de temps au compteur. Et ça m'a permis quand même ça me permet quand même de bien connaître le métier. Je suis expert auprès de la Haute Autorité de Santé et je travaille au sein du groupe de travail permanent sur les événements indésirables graves. Non, tu reviens sur la précédente. Je suis ancien directeur de l'Observatoire national de la santé des chirurgiens dentistes. C'est une fonction que j'ai exercée pendant 8 ans et cette fonction m'a permis donc d'observer la santé des consoeurs et des confrères, autant au niveau physique que psychique. Donc j'ai une vision, je pense, assez synthétique de la situation des chirurgiens dentistes en France. Et je suis également expert auprès de la Cour d'appel de Rennes. Voilà, cela clôt ma déclaration publique d'intérêt qui m'est obligatoire comme membre de la HAS. Si tu peux passer, voilà. Alors, on va parler ce soir du moral des chirurgiens dentistes. Il faut bien voir que le chirurgien dentiste, en tant qu'individu, il est baigné dans la crise sociétale que nous vivons actuellement, la crise sanitaire, laquelle crise est une crise sans précédent, tant dans son ampleur que dans sa durée. Chacun s'en rend compte. Mais bon, le chirurgien dentiste est avant tout un citoyen. Donc, il est, comme tout citoyen, soumis je dirais, à ce courant de dépression qui nous tient quand même pas mal actuellement. Et le chirurgien dentiste est également un professionnel de santé et à ce titre, ce n'est pas trop la dépression, on va le démontrer tout à l'heure, ce n'est pas trop la dépression qui le guette, mais c'est plutôt le burn-out, c'est-à-dire le syndrome d'épuisement professionnel. Donc un chirurgien dentiste citoyen, donc bercé je dirais, dans la société, comme tout le monde, soumis au même stress de la société, et un professionnel de santé soumis au stress particulier de sa profession. Suivant, s'il te plaît. Voilà. Alors, il n'a pas été facile de rédiger cette conférence parce que bon, la situation change tout le temps. C'est pour ça que je m'y suis mis au dernier moment parce que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas ce qui se passe ou ce qui va se passer. Bon, à l'heure où on vous parle, où je vous parle, nous en sommes au 3e confinement. Donc, on a sans doute, comme vous, l'impression d'un tunnel sans fin. L'atmosphère en France et je dirais dans d'autres pays est une atmosphère pesante. On a un sentiment de tourner en rond.
Le confinement, ça c'est très important, le confinement c'est une agression psychique intense pour tous. Alors, le chirurgien dentiste vit le confinement. Ce n'est pas parce qu'il peut sortir de chez lui pour aller travailler dans son cabinet. Il est dans le confinement général puisqu'il doit se plier aux mêmes règles, ne serait-ce que pendant ses loisirs, ses week-ends. Il est également confiné et il soigne des gens confinés. Donc, le chirurgien dentiste baigne dans le confinement et à ce titre, il est soumis à une agression psychique intense, comme ses concitoyens. Il faut bien vous dire qu'en France actuellement, Santé publique France, qui est l'agence qui s'occupe des statistiques au niveau de la santé des Français, note que 30% de la population française est en état dépressif. C'est quand même vraiment très, très inquiétant. 30% de la population en dépression avérée. Les Français donc saturent, ils perdent leurs repères. Alors, bon, là, c'est peut-être un petit peu pessimiste que de dire ça, mais bon, nombre d'entre eux boivent, grossissent, prennent des cachetons, des psychotropes, et deviennent addictifs aux écrans. Donc, c'est un petit peu la vision que l'on peut avoir, la vision paroxystique que l'on peut avoir de la situation. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Bon, pour ceux qui, je n'ai pas la main sur mes diapositives, c'est pour ça que je demande à Emmanuel de les passer au fur et à mesure. Alors, le chirurgien dentiste dans la crise. Alors, la crise, vous l'avez vécue comme moi, les cabinets dentaires ont été fermés pendant 2 mois, du 16 mars au 10 mai 2020. Je dirais que cette période a peut-être été, ne soyez pas choqués d'entendre cela, mais pour les gens qui étaient précédemment en état de burn-out ou de pré-burn-out, cet arrêt forcé de l'activité a peut-être été une opportunité de se reconstruire. D'arrêter l'activité pendant 2 mois, ça a été pour ces gens-là peut-être une opportunité au titre du burn-out d'y échapper, je dirais, partiellement ou totalement. Les chirurgiens dentistes ne sont pas restés à se tourner les doigts, ils ont organisé les urgences, vous le savez très bien, et ça a été d'ailleurs un facteur de valorisation de notre profession, d'avoir su prendre en main l'organisation de nos urgences pour désengorger les services d'urgence et pour désengorger le 15. Nous avons rendu service à notre mesure dans cette crise sanitaire. Nous nous sommes également investis dans tout ce qui a été la recherche des équipements professionnels individuels, ces fameux masques qui nous ont manqué, les FFP2, les surblouses, etc. Donc nous avons pris la situation en main et un mouvement de solidarité s'est créé pour s'approvisionner en EPI. Donc ça nous a pris pas mal de temps et pas mal d'énergie. Et bon, le chirurgien dentiste, comme nombre de citoyens français, que ce soit des salariés ou que ce soit des professions indépendantes, a quand même été, je dirais, relativement bien pris en charge par l'État, il faut quand même le reconnaître, avec un report des charges, un prêt d'État qui a été consenti, le recours au chômage partiel pour notre personnel. Donc, ça n'a pas été le gouffre vertigineux qui aurait pu nous guetter, ça a quand même été, on a été quand même soutenu. Cependant, dans un tel contexte, 58% des chirurgiens dentistes se sont déclarés seuls dans cette période. C'est un petit peu paradoxal quand même que 58% des consoeurs et des confrères se soient sentis seuls alors qu'un mouvement de solidarité sans précédent a quand même mené la profession pendant cette période difficile du premier confinement. Tu me passes, voilà, merci. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre activité? C'est des échos que je peux avoir dans les cabinets dentaires, dans la grande
globalité des cabinets dentaires, c'est une forte reprise de l'activité déjà depuis quelques mois, avec sans doute des patients qui ont un pouvoir d'achat, tout du moins pour une certaine part de la société, un pouvoir d'achat légèrement augmenté et un recours aux soins d'esthétisme certainement un petit peu plus prononcé. Ça, c'est les grands traits qui se dégagent actuellement de l'activité des cabinets dentaires. Donc, une forte reprise de l'activité avec certainement un plus grand volant de capacité à faire des soins d'esthétisme ou des soins prothétiques. Il faut bien voir aussi que le chirurgien dentiste ne va pas disparaître, alors qu'on nous prédit que des centaines de métiers vont disparaître à l'issue de cette crise ou après cette crise. Le métier de chirurgien dentiste va perdurer. C'est quand même une bonne chose à savoir. C'est quand même réconfortant. Durant cette crise, puisque nous sommes dans nos cabinets, le contact social est préservé. Nous ne souffrons pas de cet isolement qui tient pas mal de nos concitoyens. Même ceux qui ont recours au télétravail se sentent isolés. Nous, on est en contact permanent avec notre patientèle. C'est un contact humain qui nous préserve, je pense, de beaucoup de choses. Avouons-le, nos revenus, même s'ils ont été impactés, sont globalement préservés. Et j'insiste sur le fait que nous n'avons pas, de par l'exercice de notre profession, nous n'avons pas de contact avec la mort, comme nombre de nos consoeurs et de nos confrères hospitaliers qui vivent avec la mort dans les services Covid, hein, puisque pas moins de 300 à 400 personnes décèdent par jour. C'est bien nos confrères et nos consoeurs hospitaliers qui voient ces gens-là et qui sont très affectés de vivre dans pareille ambiance. Donc, tout ça pour vous dire que même si la vie n'est pas tout à fait rose, le chirurgien dentiste n'est pas parmi les plus malheureux. Nous exerçons maintenant, je dirais, dans un nouveau cadre d'exercice. Notre profession est maintenant gérée, réglementée par des nouvelles règles sanitaires. Tout le monde maintenant a au bout du nez le fameux masque FFP2, même si au début ce masque a été très pénible et peut-être même pour certains encore très pénible à supporter. Le masque FFP2 a fait son apparition dans notre cadre d'exercice. L'aération des locaux, hein, que l'on préconise entre chaque patient potentiellement Covid, l'aération des locaux pendant 15 minutes. Cela vient ponctuer nos journées de travail. C'est quand même un cadre d'exercice quand même profondément modifié. Notre gestion du personnel est quand même également perturbée. Quand vous avez des assistantes qui ont des enfants et qui ont des problèmes de garde d'enfants, ce n'est pas non plus très facile à gérer au sein d'un cabinet dentaire. Hein, au sein de l'équipe, l'équipe est complètement perturbée. Je remarque quand même aussi que la patientèle est quand même plus agressive. Les gens sont plus agressifs, ils sont stressés, ils sont vraiment dans un état de grande nervosité. Et je dirais que parmi nos patients, il y a un véritable gisement psychiatrique. Vous avez sans doute dû le remarquer. Il n'y a pas à gratter très profondément pour découvrir que les gens ne sont pas bien dans leur peau. Alors à des stades divers, mais vous avez sur vos fauteuils nombre de patients qui sont quand même pas très bien dans leur peau actuellement. Donc le chirurgien dentiste, comme le médecin, je dirais, est un amortisseur social. Il l'a toujours été, mais il l'est encore plus. Et il doit faire preuve sans doute de plus d'empathie envers ses patients. Donc globalement, si tu peux revenir à la diapositive précédente, globalement, on peut dire quand même que la qualité de vie au travail, même si elle est globalement préservée, elle est quand même assez nettement altérée actuellement.
Diapositive suivante. Voilà. Alors, où avions-nous laissé la profession juste avant la crise sanitaire? J'avais mené en 2010 et 2011 une enquête quand j'étais à la direction de l'Observatoire national des chirurgiens, de la santé des chirurgiens dentistes. J'avais mené une enquête et cette enquête avait conclu à ce que 48% des chirurgiens dentistes français étaient concernés par le burn-out. Ça, c'était en 2011. Donc, il y a 10 ans. Donc, vous avez là le camembert là, sous les yeux, là, et vous voyez que 17% des chirurgiens dentistes étaient probablement en burn-out et 10% étaient complètement en burn-out. Donc, on était quand même à 27% de chirurgiens dentistes en burn-out. Et quand vous rajoutez les 15% et les 21% de probablement candidats au burn-out, vous arrivez, quand vous faites l'addition, vous arrivez à 48% des chirurgiens dentistes concernés par le burn-out. Quand je parle du burn-out des chirurgiens dentistes auprès des journalistes, je cite toujours ce chiffre de 48%. Et il n'a rien d'extraordinaire, il est extraordinaire. Mais il n'a rien d'extraordinaire quand on le compare à d'autres professions médicales, puisque chez les médecins, nous arrivons à des chiffres équivalents. Diapositive suivante. Voilà. En 2018, avril 2018, pour ceux qui s'en souviennent, ou ceux qui collectionnent bien consciencieusement la lettre du Conseil de l'Ordre, ils pourraient retrouver cette lettre du Conseil de l'Ordre datée d'avril 2018 et qui titrait le choc. C'est-à-dire que le Conseil de l'Ordre a fait la même enquête que nous avions faite à l'Observatoire de la santé des chirurgiens dentistes. Ils ont fait la même enquête avec la même grille de lecture, qui est la grille de Maslach, qui est une grille reconnue internationalement. Donc, on avait en 2011 et en 2018 exactement les mêmes outils de mesure du burn-out au sein de la profession. Et avec ce même outil, on en arrive donc 7 ans après à 58% de chirurgiens dentistes concernés par le burn-out. C'est-à-dire qu'en l'espace de 7 à 8 ans, la profession s'est pris dans la vue environ 10% de plus sur les compteurs du burn-out. Donc vous voyez, donc ça c'est la situation dans laquelle nous avons laissé la profession, était la profession juste avant la crise du Covid. Diapositive suivante. Alors il y a quand même des choses qui m'interpellent. Il y a des chiffres contradictoires. Il y a, là je vous demande, si vous avez quelque chose pour noter, de prendre en note le numéro vert qui s'affiche sur votre écran. C'est une ligne de soutien psychologique. C'est un numéro qu'il faut avoir sous la main pour vous-même ou pour vos proches en cas de burn-out avéré. Ce sont des psychologues qui sont au bout de cette ligne et qui vous répondent. Donc, c'est un numéro vert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui prennent en compte, qui prennent en charge les appels de détresse de la part des professionnels de santé en état de burn-out. Alors, cette plateforme, je dirais, est un peu victime de son succès. C'est un peu paradoxal de le dire quand on a co-créé cette ligne d'écoute, on s'attend forcément à ce qu'il y ait des appels, et plus il y a d'appels, forcément, plus cette ligne a du succès. Mais ça veut dire que plus il y a de succès, plus derrière il y a de souffrance. Je parle des chiffres des chirurgiens dentistes. En 2019, seulement 32 appels de chirurgiens dentistes sur cette ligne, qui est maintenant vraiment la ligne de référence. D'ailleurs, c'est la ligne que le Conseil de l'Ordre vous recommande aujourd'hui. 32 appels, ce qui représentait 2,78% des appels totaux de tous les professionnels de santé qui ont appelé la plateforme. En 2020, donc jusqu'à décembre de l'année dernière, nous avons
49 appels de chirurgiens dentistes pour un nombre d'appels terriblement augmenté, puisque on est passé de 1150 appels en 2019 à 6123 appels en 2020. Et là, toute proportion gardée, nous en sommes à 0,8% d'appels de chirurgiens dentistes sur cette ligne d'écoute. Donc, il y a quelque chose d'un peu contradictoire d'avoir laissé je dirais, une profession quand même largement concernée par le burn-out, avec des chiffres alarmants, 58%, et de si peu d'appels sur une ligne de soutien psychologique, alors que le burn-out, je dirais, encourage, c'est pas le mot, mais le burn-out mène à appeler cette ligne d'écoute. Donc 0,8%. Diapositive suivante. Donc j'espère que vous avez bien pris ce numéro. Hein. Prenez-le, gardez-le de part vers vous. Alors, quand on parle chiffres contradictoires, on peut se dire aussi, vous savez que tous les ans, il y a le baromètre CMV Mediforce. Et le dernier baromètre dont les résultats ont été publiés en décembre 2020, et la profession a été interrogée de novembre à décembre, concluait à des chiffres également assez bizarres. Pour une profession, je dirais, en burn-out, 89% de la profession, 89% des praticiens étaient fiers d'exercer ce métier. Alors, quand on est en burn-out, on n'est pas trop en état de fierté d'exercer son métier, on est plutôt en état de détresse. Et là, on a fièrement, je dirais, et tant mieux peut-être, 89% des consoeurs et des confrères fiers d'exercer leur métier. Alors qu'en 2019, ils étaient 84. Donc, on a même une progression de 5%. 69% trouvaient très stimulant ce métier au quotidien, avec un versus de 60% en 2019. Là, donc, une profession de 9%. Et 82% estiment apporter une contribution réelle à la société. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sentent utiles à la société. Donc, tous ces chiffres vont quand même, je dirais, en contradiction avec un tableau de burn-out de la profession. Donc, c'est ce qui m'interroge déjà fortement. Diapositive suivante. Donc, moi, ma conclusion aujourd'hui, c'est que la profession de chirurgien dentiste n'est pas en dépression dans une société qui est globalement très malmenée. La profession de chirurgien dentiste n'est pas en dépression. Cependant, le burn-out demeure le principal risque de notre profession, avec les troubles musculo-squelettiques que vous connaissez tous. Donc le burn-out, je dirais, est en train il est toujours là, il est en train de faire son lit et de se réveiller doucement. Et je pense que le déni vis-à-vis de ce burn-out, ce déni est en train de reprendre ses droits. C'est-à-dire que la profession est encore en train de se cacher derrière son petit doigt et de ne pas vouloir admettre que le burn-out est un risque prédominant chez elle. Donc voilà, moi je vois la situation comme ça, profession globalement pas en dépression, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, parce que bon, relativement préservée, même si relativement malmenée également, mais un burn-out qui est toujours là, sournois, et qui attend son heure avant de se révéler de nouveau. Diapositive suivante. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, le burn-out se refait actuellement une santé. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit en tout début, l'activité repart très fort dans les cabinets dentaires. Donc pourquoi elle repart très fort? C'est parce que bon, il y a, je dirais, un certain retard qui a été pris dans les soins. Ce retard, il faut malgré tout le rattraper. Il y a aussi pas mal de chirurgiens dentistes qui sont partis à la retraite, je dirais à la faveur, entre guillemets, de cette crise, qui n'étaient pas loin de la retraite, mais qui ont préféré, je dirais, arrêter, plutôt de continuer dans des conditions assez difficiles et périlleuses. Ils ont préféré anticiper leur départ à la retraite. Donc, le tout fait que l'activité globale des cabinets dentaires
est très soutenue actuellement. Donc, ça fait beaucoup de patients, ça fait beaucoup de gens à satisfaire. Ça fait des journées très longues, des journées de travail très longues, pour ceux qui veulent absorber je dirais, ce rythme de travail. Ce qui m'a marqué et qui me marque énormément, c'est que dans nombre de témoignages, de grande majorité des témoignages, on a des séances de soins qui sont aujourd'hui de plus en plus longues. Elles vont parfois même de 3 à 4 heures. 3 à 4 heures avec un masque FFP2 au bout du nez. Vous savez ce que ça peut représenter en termes de tension nerveuse et en termes de troubles musculo-squelettiques. Ces séances sont plus longues. Pourquoi elles sont plus longues? Vous le savez, je ne vais pas vous en faire la démonstration, c'est normal. Déjà, il y a ces pauses d'un quart d'heure d'aération des locaux entre chaque patient. Si on fait des séances plus longues, il y aura moins de pauses. Les exigences, je dirais, d'hygiène et d'asepsie font également que il est plus intéressant, je dirais, plus efficient de tenir un plateau technique pendant 3 à 4 heures que de multiplier les soins. Donc, tout encourage, je dirais, normalement, sur le papier, à ce que les praticiens fassent des séances de soins de plus en plus longues. Et les patients, apparemment, n'ont pas l'air de trop désapprouver ce genre de démarche. Il semblerait pour certains d'ailleurs qui s'en félicitent, d'ailleurs d'être débarrassés plus vite de leur plan de traitement. Et puis, ce ne sont pas les patients qui mettent plus de frein à ce genre de pratique. Donc, plus de séances de soins beaucoup plus longues, hein, et puis donc un physique et une psychologie du praticien qui sont mises à dure épreuve. Alors, il y a aussi je vois ça pas mal dans pas mal de communications de coachs qui vous promettent des programmes pour rattraper votre chiffre d'affaires. Donc, il y a aussi cette course à vouloir rattraper un chiffre d'affaires qui a été un temps malmené. Et comme il y a cette manne, je dirais, de soins qui arrive chez vous, et que pourvu que le physique puisse suivre, les nombres de praticiens se jettent, je dirais, la tête dans le guidon et font du travail, vraiment un travail acharné pour rattraper ce chiffre d'affaires. Donc la profession, vous savez très bien que notre profession a un fort rapport à l'argent. Donc, tout n'est pas rose, c'est bien ce que je vous dis. Il y a une pénibilité du travail augmentée, mais cette pénibilité, elle est provisoirement masquée par une forte capacité de travail dont nous disposons parce que nous ne sommes pas des gens qui sont enclins à trop s'écouter. Tant que le physique suit, on y va. Diapositive suivante. Voilà. Alors, on parle du principal risque qui demeure dans la profession, c'est le burn-out. Le burn-out ou exactement, pour nous, le syndrome d'épuisement professionnel des soignants, le SEPS. C'est ça qui était avant la crise et qui demeure pendant la crise et qui demeurera après la crise. C'est toujours le risque principal de la profession, c'est le burn-out avec les troubles musculo-squelettiques. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Le burn-out, c'est quand on a carbonisé son énergie jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand tout va comme actuellement, je dirais, entre guillemets, quand on a beaucoup de travail, on travaille, on a la tête dans le guidon, donc on ne voit pas trop ce qui se passe autour de nous, on travaille énormément. Et dans cet élan, la fusée donc s'élance et elle arrive à un certain stade où elle n'a plus de carburant. Elle n'a plus de carburant, cette fusée. Et malgré cela, sur son élan, elle continue à monter. Elle continue à monter jusqu'à ce que tout d'un coup, les lois de la physique la rattrapent et sa courbe s'infléchit
et elle retombe sur le sol. Donc c'est bien ça le burn-out, c'est cet élan, je dirais, un petit peu frénétique hein, du lancement de la fusée, de cet élan qui se poursuit tant que le carburant est toujours là, de cet élan qui se poursuit encore un instant, même quand le carburant vient à manquer, mais malgré tout, au bout d'un certain temps, ça lâche et ça lâche d'un seul coup. C'est ça le burn-out, c'est que ça lâche d'un seul coup, sans qu'on s'en aperçoive, si on ne regarde pas bien les compteurs. Alors, quand on veut parler burn-out, il faut parler définition. Moi, j'aime bien cette définition de Bauman, qui est que le burn-out est une maladie du frottement et d'usure à l'autre. C'est bien ce qui nous concerne, nous, les chirurgiens dentistes, c'est que nous sommes toujours en frottement et on s'use à fréquenter nos patients. Il y a une définition qui est encore plus affinée, c'est celle de Patrick Légeron, à qui j'ai oublié un R, il m'en excusera. Patrick Légeron dit « Des auteurs ont régulièrement proposé que les métiers avec beaucoup de contacts interpersonnels étaient à risque de burn-out, justement. En réalité, cela n'est pas si sûr. Il semble plutôt que ce soit les métiers où il est nécessaire de montrer ou de réprimer ses émotions, ou encore les métiers où il faut faire preuve d'empathie. » Donc, ce n'est pas parce que vous êtes a priori dans un métier avec des contacts, je dirais, interpersonnels, des contacts avec des gens que vous êtes à risque de burn-out. C'est plutôt parce que votre métier, en plus de ces contacts interpersonnels, vous oblige de réprimer vos émotions. C'est bien cela, hein, vous savez très bien que vous devez réprimer vous-même votre propre anxiété quand vous abordez un patient difficile hein, ou un soin difficile. Si en plus de ce soin difficile, le patient capte votre anxiété, là, le soin, il est carrément foutu. Donc, vous devez conjointement être dans la maîtrise de votre geste et dans la maîtrise de votre anxiété vis-à-vis de cet acte sur ce patient. Donc, c'est une grande maîtrise de vos émotions qui vous est demandée. Et il faut faire preuve, vous le savez bien, on soigne de l'humain, on n'est pas en train de resserrer des boulons, ni de faire des soudures, on est sur de l'humain et l'humain nécessite un minimum d'empathie. Et cette empathie est, je dirais, nous use par frottement vis-à-vis de nos patients. De l'empathie, mais pas trop. Suivante. Voilà. Alors là, on en arrive aux 3 temps du burn-out. Retenez bien ça. Le burn-out s'installe en 3 temps. Je vous demande de bien le retenir parce que ce serait peut-être même pas vous, victime du burn-out, qui allez peut-être le constater, mais c'est peut-être vous qui allez le constater sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire sur un collaborateur, une assistante ou quelqu'un dans votre famille, vous allez le remarquer. Tandis que la personne, la candidate au burn-out, est peut-être la dernière concernée. C'est-à-dire que lui ou elle sont la tête dans le guidon. Donc, eux, ils ne s'observent pas tant que ça. C'est plutôt les tierces personnes, leur entourage assez proche, qui constatent ces mutations. Alors, bon, comment s'installe le burn-out? Il s'installe en 3 temps. C'est d'abord l'épuisement. Cet épuisement, il est émotionnel et physique. C'est-à-dire que vous allez vous lever, vous êtes vidé, vous êtes exténué dès le lever du matin. Vous êtes, à vrai dire, plus fatigué le matin que vous n'êtes le soir. C'est paradoxal, mais quand on a fini sa journée, on a déjà, je dirais, la relative euphorie d'en avoir fini avec sa journée, tandis que quand on commence une journée, on est déjà fatigué. Donc, aussi fatigué peut-être le matin que le soir. Et une sensation, une vague sensation, une forte sensation quand même, d'être au bout du rouleau. La deuxième sonnette d'alarme, c'est ce qu'on appelle le cynisme.
c'est-à-dire la déshumanisation de la relation avec autrui, que ce soit avec le patient ou avec vos collaborateurs. Ce cynisme, il est fait pour se protéger de cet épuisement, de toute la déception qu'il peut engendrer. L'individu se réfugie dans une attitude froide et distante par rapport aux gens qu'il côtoie. Donc c'est une sorte d'autodéfense, c'est ce cynisme qui nous envahit. Donc ça, je dirais, c'est la composante la plus sensible du burn-out chez le soignant. Parce que bon, c'est dans ce métier où on est en relation avec les autres, c'est vraiment le point vulnérable, le point remarquable de l'évolution du burn-out. Et troisième étape, troisième temps, c'est l'inefficacité. C'est-à-dire qu'on a la sensation de ne pas être à la hauteur. Chaque nouveau projet devient insurmontable. C'est une perte de confiance en soi qui nous envahit. Donc voilà, retenez bien ces 3 étapes de l'installation du burn-out en 3 temps: épuisement, cynisme et inefficacité. À reconnaître peut-être chez vous-même, mais surtout à reconnaître chez les autres. Suivante. Alors, vous allez me dire, le chirurgien dentiste n'a peut-être pas non plus toute raison d'être atteint par le burn-out, de toute façon d'être innocent face au burn-out. Il a une petite part de responsabilité quand même. C'est ce qu'on appelle le John Wayne syndrome. Diapositive suivante. Qu'est-ce que c'est que le John Wayne syndrome? C'est le syndrome du cow-boy solitaire. C'est-à-dire que vous voyez John Wayne avec une flèche plantée dans l'omoplate et qui continue à sourire à l'écran. C'est même pas mal, pas de faiblesse. Le soignant, que ce soit le chirurgien dentiste ou tout autre soignant, n'a pas le droit à la faiblesse vis-à-vis de ses patients. On doit toujours rester, je dirais, droit dans ses bottes, même pas mal. Mais bon, c'est une fausse pudeur, hein, je pense, qui s'empare de nous. Nous sommes des femmes et des hommes comme tout le monde et nous avons droit certainement à autant de considération. On ne pêche pas par absentéisme aigu, mais on pêche plutôt par présentéisme aigu dans notre profession. Qu'est-ce que c'est aussi que ce syndrome de John Wayne? C'est aussi le diagnostic de couloir. C'est quoi ce diagnostic de couloir? C'est on sent qu'on ne va pas bien et puis on va voir son copain médecin qui nous reçoit même pas, je dirais même pas dans son bureau, et qui, entre 2 portes, dans le couloir de son cabinet, nous donne une ordonnance et nous prescrit quelques médicaments pour repasser ce mauvais cap. C'est ça. On ne prend pas le temps de poser le diagnostic posément avec un autre professionnel de santé. C'est du vite fait, c'est du palliatif. Et pas mal, et beaucoup même, je dirais, d'automédication et d'addiction dans notre profession. Automédication, c'est-à-dire psychotrope, et addiction, alcool, tabac ou autre chose de plus addictif encore et de plus dangereux. La profession est menacée, gravement menacée par cette automédication et par ces addictions. Diapositive suivante. Alors, moi, ce qui me frappe dans la profession de chirurgien dentiste et qui m'a toujours frappé et qui aujourd'hui encore plus a sa raison d'être, c'est la résilience des chirurgiens dentistes. La résilience, c'est un mot, je dirais, un peu galvaudé aujourd'hui. J'en parlais avec quelqu'un au téléphone cet après-midi et c'est vrai qu'on fait de la résilience à toutes les sauces, mais la résilience, c'est quelque chose de bien particulier et je pense que les chirurgiens dentistes, globalement, dans la profession en elle-même est très résiliente. Alors, le grand pape de la résilience en France, c'est Boris Cyrulnik, tout le monde le connaît aujourd'hui. Je vous conseille en lecture, et dans ce contexte de crise sanitaire aujourd'hui, et vraiment de chamboulement sociétal, je vous conseille la lecture de son dernier livre, Des âmes et des saisons. Là, c'est vraiment remarquable.
Vous y apprendrez beaucoup de choses et ça va vous remettre sans doute un peu les pendules à l'heure sur les valeurs qui nous gouvernent aujourd'hui. Diapositive suivante. Bon, à tel point que, bon, ça c'est un petit peu de publicité personnelle, à tel point que j'ai écrit en collaboration sur ce sujet de la résilience, en collaboration avec Cyrulnik, un chapitre sur la résilience de Charles de Gaulle, qui est un formidable exemple de personne résiliente. Quand on voit tout ce qu'il a eu sur le dos en termes d'épreuves, je dirais, historiques et personnelles, je pense à sa petite fille Anne, trisomique, c'est vraiment un exemple de résilience. Et, bon, et avec Cyrulnik, on a décortiqué un peu le mécanisme de la résilience de Gaulle, qui est valable en copier-coller sur nombre de situations que l'on peut connaître nous-mêmes dans nos vies personnelles. Diapositive suivante. Voilà. Alors, la définition que donne Cyrulnik de la résilience, c'est assez simple. C'est un processus biologique, psycho-affectif, social et culturel qui permet un nouveau développement après un traumatisme psychique. Donc, nous voilà, si vous voulez, donc dans cette crise sanitaire. Je vous ai parlé tout à l'heure de traumatisme. Hein. On est tous en train de vivre un traumatisme psychique. Et derrière ce traumatisme psychique, chacun a sa façon de réagir. Bon, certains ne s'en remettent pas facilement, d'autres, parce qu'ils sont plus résilients, vont s'en remettre plus facilement. Mais néanmoins, aucun d'entre nous ne va sortir, je dirais, identique à ce qu'il était avant ce traumatisme psychique. C'est après le traumatisme psychique, grâce à la résilience, qu'on entreprend un nouveau développement. C'est-à-dire que nous ne sommes plus pareils, nous allons nous reconstruire à la faveur, je dirais, de cette résilience. Donc, c'est bien un nouveau développement. C'est un petit peu comme ce métal, si vous voulez, que l'on plie, que l'on contraint et qui reprend sa forme initiale, hein, par élasticité. Néanmoins, là, à l'intérieur, la structure, je dirais, atomique a changé. C'est-à-dire que nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Nous nous sommes reconstruits derrière cette épreuve et nous avons entrepris un nouveau développement. Donc, nous sommes bien dans cette phase de traumatisme et de nouveau développement qui nous attend derrière ce traumatisme. Diapositive suivante. Alors, qui dit nouveau développement, est-ce que ça veut dire que, on en parlera peut-être tout à l'heure si on arrive à discuter ensemble, j'espère, faut-il que le monde d'avant, par rapport au monde d'après, ne soit qu'un copier-coller? J'ai quelques craintes à ce que quelques errements qui nous gouvernaient avant ne persistent, ni ne s'amplifient encore après. Les exigences, je pense, bon, vos simples engagements financiers, vos prêts financiers ne vont pas s'effacer au titre d'un nouveau développement. Vous aurez toujours les mêmes contraintes, les mêmes exigences en termes également de réglementation, des choses comme ça. Le monde d'après risque sans doute de ressembler un tant soit peu déjà dans les premiers temps au monde d'avant. Il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. Néanmoins, pour entreprendre un nouveau développement, il vous est tout à fait recommandé de verbaliser, c'est-à-dire j'en reviens au livre que j'ai écrit sur Charles de Gaulle, ce qui a sorti de Gaulle de nombreuses épreuves pendant la guerre, où il a été sollicité, où il a été blessé, où il a immédiatement, après chacune de ces épreuves, quand il a reçu un officier sur le dos au pied du pont de Dinan, et que la cervelle de cet officier s'est vidée sur lui, il a quand même été traumatisé, Charles de Gaulle. Mais juste après ce genre d'épreuve, je dirais, paroxystique, il a tout de suite, et il aura tout de suite, toujours dans sa vie, il aura toujours verbalisé immédiatement
après ces épreuves. Il aura parlé avec quelqu'un, souvent avec quelqu'un de sa famille ou des proches de confiance. Il aura toujours parlé beaucoup avec ces gens-là pour, je dirais, se délivrer un petit peu de son angoisse. Il aura également beaucoup écrit. La verbalisation et l'écriture sont des tuteurs de résilience très importants. Donc, à notre mesure, quand on est dans des situations comme ça de traumatisme psychique, il est très important après cela, on vous le dira, les psychologues vous le diront, il est très important de verbaliser. Donc l'importance du groupe, retenez bien ça, si vous avez peut-être quelque chose à retenir ce soir, retenez bien l'importance du groupe. Nous, les professionnels, je dirais individualistes, il nous faut rejoindre des groupes. Alors que ce soit des groupes professionnels pour partager ensemble nos soucis, nos angoisses, nos problèmes, nos joies, pourquoi pas. Mais il est important de rejoindre des groupes pour pouvoir verbaliser. Cette crise est également, je dirais, l'opportunité de rejoindre l'interpro. L'interpro, c'est-à-dire maintenant vous avez ce qu'on appelle les CPTS, vous avez des communautés de professionnels de territoire. Il est important, si vous en avez la possibilité, de rejoindre ces structures interprofessionnelles pour pouvoir partager avec les médecins, les kinés, les infirmiers, de pouvoir partager un petit peu la politique de santé dans votre bassin de vie. Il faut passer de la quantité à la qualité. Ça, c'est, je pense, ça va être le grand enseignement de ce genre de crise mondiale. Il faut passer de la quantité à la qualité. Il faut prendre du temps. Il faut profiter de plus de temps. Vous allez me dire, c'est facile à dire, mais de se ménager du temps et d'y mettre plus d'empathie. Alors, je vous disais que l'empathie, c'est un petit peu particulier. Faut pas non plus jouer trop à l'éponge vis-à-vis, je dirais, des problèmes et des sentiments des autres, mais il faut quand même avoir un minimum d'empathie vis-à-vis de nos patients. Ça, on a des métiers de santé, c'est un prérequis, je dirais, des métiers de santé. Il faut donner du sens à notre exercice. Il est très important de donner du sens, que ce soit à notre exercice ou à notre vie, il faut donner du sens. Il n'y a pas que la course, je dirais, la course au profit. Il faut donner du sens à tout cela. Il faut que ce soit animé de quelque chose. Et vous avez actuellement, je me dirais que c'est peut-être un phénomène de mode ou un phénomène opportuniste, mais il y a, je pense, aujourd'hui un défi écologique à relever. Il y a dans la profession, et je le ressens assez fortement, surtout dans le courant, je dirais, des jeunes femmes plutôt qui sont porteuses de ce genre de mouvement, il y a un défi écologique à relever dans la profession. On pourra en reparler peut-être, et je pense qu'il y a eu des webinaires consacrés à cela par le GACD. Il y a un défi écologique à mettre en place au sein de la profession, et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunisme, il y a beaucoup de, excusez-moi, je ne retrouve plus mes mots, mais on peut trouver du sens à notre profession par ce genre de pratique. Voilà. Alors, je conclurai sur j'ai trouvé ça récemment, là, en relisant un passage du Nœud gordien de Georges Pompidou, qui disait déjà ça en 1969, que le matérialisme de la société d'abondance ne satisfait pas les aspirations de l'homme et ne donne pas un sens suffisant à la vie. Donc, vous voyez, donc déjà en 69, on sentait que le matérialisme ne ferait pas tout et que les aspirations de l'homme devaient prendre un sens suffisant pour donner un sens à cette vie. Voilà. Diapositive suivante, je crois que j'en ai terminé. Vous m'excuserez, là, c'est un exercice difficile que je fais ce soir, là, parce que je me sens vraiment
sans trop d'interaction avec vous parce que les micros sont coupés. Je n'ai rien d'autre que mon diaporama sous les yeux et j'ai eu quelques instants l'impression, la vague impression de me parler à moi-même. Mais bon, j'espère que vous allez venir à mon secours et me faire croire que vous existez pour que je puisse mettre en place un petit peu d'empathie. Alors, après, on a quelques questions. Le docteur Gatignol dit, vous évoquez l'automédication avec les psychotropes chez le chirurgien dentiste. A-t-on des données chiffrées sur ce point et si oui, lesquelles? Non, les données chiffrées sur la profession sont très difficiles à obtenir. Que l'on interroge, je dirais, la caisse de retraite, qu'on interroge la Sécu, des choses comme ça, on a de grosses difficultés à obtenir des chiffres sur la profession. Alors je dirais sur un problème spécifique comme ça, sur les psychotropes, c'est plutôt, je dirais, au doigt mouillé qu'on aurait un petit peu cette impression. Mais à parler avec les gens, vous savez, on sait très bien bon, qu'il y a du psychotrope. Il y a du psychotrope dans la profession pour gérer, je dirais, pour gérer les angoisses. Donc ça, c'est un petit peu au doigt mouillé. Je n'ai pas de chiffres. Je n'ai pas de chiffres. On demanderait à la Sécu de sortir un fichier selon la profession de la personne et sa consommation de psychotropes, que ce serait peut-être possible. Mais là, je pense qu'il n'est même pas la peine d'espérer ce genre de statistiques. Mais bon, je peux vous l'assurer, ça consomme pas mal. Ça picole un peu aussi. Et non, mais il y a pas de fausse, c'est ce que je dis, il n'y a pas de fausse pudeur là-dessus. Il n'y a pas de fausse pudeur à avoir. Mais bon, pas de chiffres, mais une certitude. Et on nous demande aussi comment peut-on expliquer le déni au sein de la profession et les données contradictoires que vous avez évoquées dans votre présentation. Appel sur la plateforme SPS, baromètre CMV, Mediforce, etc., etc. Bon, ça, je dirais que le déni face au burn-out, de toute façon, de toute maladie, je dirais, le burn-out, faudrait. Le burn-out n'est même pas une maladie. Le burn-out est un syndrome. C'est la dépression qui est une maladie. Donc, la dépression est une maladie qui s'installe dans le temps et qui se traite par des médicaments. Le burn-out, lui, est un syndrome qui s'installe très brutalement, même s'il est monté doucement en gamme, comme je vous ai fait voir avec la fusée qui monte. Mais le burn-out vous tombe dessus sans vous prévenir. Après un burn-out, vous pouvez tomber en dépression, par contre. Mais burn-out et dépression sont deux choses quand même relativement différentes. Et les traitements sont différents. Le traitement du burn-out, si ce n'est pas des médicaments, c'est l'arrêt de travail. C'est l'arrêt de travail. Alors, la question était pourquoi un déni dans la profession? Je dirais que le déni dans notre profession, je dirais peut-être autant, peut-être même un peu plus que dans d'autres professions de soignants, mais bon, quand même, globalement, comme dans tous les professionnels de santé, je dirais c'est un déni constitutif de notre profession. Je pense que ça fait partie de notre ADN. Le soignant, je vous l'ai dit, c'est John Wayne, il ne veut pas reconnaître sa faiblesse. Il se croit surhomme ou surfemme entre guillemets, parce qu'il faut être le mot surfemme n'existe pas, mais il faudrait peut-être aussi en parler, parce qu'il y a certainement des femmes extrêmement courageuses. Mais le chirurgien dentiste se croit invincible. Et pourquoi il se croit invincible? C'est parce qu'il se prend à son propre jeu vis-à-vis de ses patients. Il ne doit pas laisser transparaître la moindre parcelle de faiblesse. Alors, je dirais que le chirurgien dentiste est encore plus prisonnier de ce genre de dilemme, parce que nous, on soigne et on est dans un contexte permanent de douleur. On n'est pas dans la câlinothérapie, on est dans la gestion de la douleur, dans la gestion du stress du patient.
si nous-mêmes, on aborde un patient en état de, je dirais, de faiblesse, de commencer un soin en disant au patient, bah, écoutez, aujourd'hui, moi, je ne me sens pas très bien, j'ai pas les yeux en face des trous, ou ce matin, je me suis levé, j'avais 38 de fièvre, ce qui n'est pas recommandé en période Covid, hein, d'aller soigner avec 38 de fièvre. Les gens vont forcément vous regarder avec des yeux comme ça. Ils vont se dire, mais je ne vais pas m'en remettre à un professionnel qui s'amuse avec des instruments qui tournent à 300 000 tours minute. C'est toujours ce que je dis aux journalistes, hein. Un chirurgien dentiste va être en parfaite santé, hein, physique et mentale. Parce que quand on manipule des instruments qui roulent à 300 000 tours minute à 1 millimètre de la langue, on n'a pas le droit, je pense, à une quelconque faiblesse, hein. Donc, si vous êtes en train de dire à votre patient que vous n'êtes pas bien en forme, que vous êtes vous-même, comme vous avez le droit de l'être, comme vous n'êtes pas au top, vous ne pouvez pas le dire, ça. Vous ne pouvez pas le dire. Vous devez toujours avoir ce sourire un peu figé ou cette confiance affichée. Vous ne pouvez absolument pas laisser transparaître cette faiblesse. Alors c'est pour ça, c'est John Wayne. Mais John Wayne, il a droit d'avoir mal, il a droit de pleurer aussi, hein. Il a droit de se réfugier derrière l'écran, hein. Nous sommes tous des humains, hein. Donc, mais ça c'est, je dirais, donc c'est le péché originel du soignant, c'est le péché originel du chirurgien dentiste, c'est le déni, de ne pas vouloir avouer cela. Alors, il était un temps où ce déni était en train de se fissurer. Je pense que la profession a pris quand même conscience de l'existence du burn-out. Mais j'ai l'impression qu'à la faveur de la Covid et de cette remontée d'activité telle que je viens de vous la décrire, là, maintenant, les gens repartent un petit peu dans cette course en avance. Et c'est ce qui me fait très, très peur, c'est que cette course en avance se remet en place et que le burn-out par derrière est en train de refaire sa petite affaire et nous attend au détour. Donc ça, j'ai peur de cela. J'ai peur de cela, sincèrement, que ce burn-out revienne et que, en ce moment, puisqu'on a d'autres chats à fouetter, le déni est encore, je pense, en train de refleurir dans la profession. Le docteur Laurence Levent nous demande quels sont les TMS les plus répandus. Il n'y a pas de médecine du travail et nos arrêts peu fréquents, cervicalgie, main, lombalgie, etc., etc. Ben oui, la consoeur a tout dit. TMS, les cervicalgies, lombalgie, les troubles également de l'épaule, les troubles des articulations au niveau du poignet. Bon, tout ça, oui, tout ça, ça nous guette. Si j'ai un bon conseil à donner là, puisque nous sommes ça déborde un petit peu, mais on est quand même dans la qualité de vie, là, hein, puisque nous sommes sur des pauses de 15 minutes, je dirais plus ou moins imposées, ne serait-ce que pour l'aération des locaux, que tout le monde, j'en suis persuadé, observe. À la faveur de ces 15 minutes, puisque bon, on peut faire beaucoup de choses, hein, pendant 15 minutes, je pense qu'on devrait se libérer et là, avec le GACD, on va paraître bientôt un numéro hors série du journal Maxillaire, que vous avez sans doute déjà vu, mais soyez attentifs. Quand le prochain Maxillaire hors série va sortir, vous allez trouver nombre de conseils, puisqu'on aborde la crise Covid dans ce numéro. Et à la faveur de ces 15 minutes, je vous conseille des mouvements respiratoires, des mouvements de relaxation tels qu'ils vont vous être décrits par un kinésithérapeute ostéopathe qui s'appelle Philippe Babiel et qui va vous dire comment mettre à profit ces 15 minutes pour vous détendre, parce que vous sortez de séances de soins, je dirais, très contraignantes. Elles l'ont toujours été. C'est une attention nerveuse, ce sont des positions contraintes, presque en apnée. Hein, je ne vous décris pas, vous savez très bien, mieux que moi encore, cette contrainte du geste précis, du geste chirurgical.
d'autant plus que vous avez maintenant au bout du nez un FFP2 qui vous freine encore plus votre ventilation. Hein. Donc vous êtes dans une, je dirais, dans une apnée plus ou moins contrainte, avec une visière. Vous êtes, donc quand vous sortez de, je dirais, de 2 heures à 3 heures de soins discontinus, moi ça m'effraie. Il faut absolument que vos 15 minutes soient mises à profit pour vous refaire une petite santé, de vous requinquer un petit peu et de faire des exercices respiratoires tels que Philippe Babiel va vous les décrire dans le prochain maxillaire. Mettez à profit ce temps-là pour prendre un peu soin de vous. Parce que tant que ça marche, tant que la machine marche, j'en reviens à De Gaulle, il disait, bon, pourvu que le corps suive, lui, il allait toujours de l'avant. Mais le corps ne suit pas toujours et un beau jour, on pète une durite. Donc faites bien attention à ça. Vous n'êtes pas sur une course, vous n'êtes pas sur un sprint. Le sprint Covid ne va pas durer si longtemps que ça. Vous êtes encore dans un marathon et vous avez des lignes d'arrivée qui sont encore, pour nombre d'entre vous, encore assez lointaines. Moi, j'ai 65 ans, je suis à 2 ans de rattacher tout cela, mais les jeunes qui nous écoutent là ce soir, ayez bien en perspective que vous avez encore de nombreuses années à tenir et qu'il faut tenir sur la durée. Hein, donc, ménagez-vous et prenez bien soin de vous. Donc voilà, c'était la réponse que je pouvais faire sur les TMS et de l'hygiène de vie qu'on devait avoir vis-à-vis des TMS et puis bon, du sport, de tout ce genre d'activités qui peuvent nous rasséréner un petit peu. Alors, nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Je ne sais pas si quelqu'un... Ah si, alors... bon, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que le docteur Benisti veut peut-être nous dire quelque chose. C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir vous entendre. Oui. Aïe, 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 aïe. On remettra ça, mais bon, un petit peu frustrant. C'est un peu dommage, là. Hein, oui, mais enfin bon, on revient de loin parce qu'au début, on n'avait même pas de diaporama. Alors... non, mais c'est vrai, non, mais ça... alors, je crois qu'on a une autre question. Non, alors, Franck Benisti, donc pour lui, c'est OK. Pour tout le monde, c'est OK, je pense. Bon. Bon, en tout cas, alors, oui, on est si je peux conclure avec votre permission, Emmanuel. Bon, on traverse quand même, comme tout, c'est ce que j'ai dit en début, nous sommes dans une crise, je dirais, mondiale, nationale. Et en tant que citoyens, nous sommes tous concernés. Donc, je n'ai pas abordé je dirais peut-être les problèmes familiaux que vous pouvez avoir en plus dans cette crise, parce que bon, vous avez votre famille, c'est pour ceux qui ont des enfants, ils ont des inquiétudes en plus de ça pour leurs enfants. Ça, j'ai bien cloisonné, je n'en ai pas parlé, j'ai parlé des chirurgiens-dentistes. Mais vous savez très bien que la frontière entre un chirurgien-dentiste citoyen, père de famille ou d'une mère de famille chirurgien-dentiste et la profession de chirurgien-dentiste, il n'y a pas de frontière. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez poser votre blouse dans votre cabinet que vous allez changer de globalité. Hein. Donc, chez vous, vous avez certainement aussi votre part de soucis. Donc, ça se rajoute certainement à votre métier qui est déjà très, très contraignant. Donc ça, veillez à bien prendre soin autant de votre famille que de vous-même. Hein, c'est une globalité qu'il faut préserver. Hein. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est encore là, je vous ai dit, troisième tunnel, j'espère que c'est le dernier. Mais bon, on n'est pas encore on n'est pas trop sorti encore de ce tunnel. On nous promet une lumière depuis quelque temps, on la voit, elle s'estompe, elle disparaît, elle revient. Je pense que bon, la vaccination est une opportunité, est une chance formidable que nous avons, qu'il faut tous saisir. Bon, j'espère, bon, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme vaccinal, mais je pense que vous avez tous intérêt en tant que soignant de vous vacciner, puisque vous êtes
ne serait-ce que par votre métier, aux premières loges du risque Covid. Hein, vous le verrez dans le prochain maxillaire, à vivre dans des aérosols dans lesquels on vit depuis plusieurs dizaines d'années sans jamais s'en être vraiment rendu compte. Mais maintenant qu'on sait que dans les gouttelettes, il peut y avoir du Covid qui se cache, là, on regarde des aérosols un peu différemment. Donc, vous êtes quand même largement, je dirais, vous êtes aux premières loges pour choper ça. Là non plus, pas de statistiques pour la profession sur le nombre de chirurgiens-dentistes, je dirais, atteints par la Covid. Et quand on dit ça, le déni est encore là, puisque nombre de praticiens responsables disent que, de toute façon, les chirurgiens-dentistes n'ont pas chopé la Covid dans leur cabinet, ils l'ont chopé dans leur famille. Donc là aussi, il y a une part de déni. Je suis persuadé quand même qu'il y a quand même pas mal de chirurgiens-dentistes qui ont quand même malgré tout attrapé la Covid dans l'exercice de leurs fonctions. Même comme les médecins d'ailleurs. Voilà. Bon, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais laisser Emmanuel conclure. Je vous conseille donc la lecture du livre de Cyrulnik. Là, si vous avez quelques lectures je ne vais pas mettre dans votre valise. Ce serait méchant, c'est sadique de dire ça, mais je sais pas, dans votre valise pour peut-être, après le confinement, prendre un peu l'air un petit peu au-delà de votre région. Si vous avez un livre à lire, lisez ça, ça va quand même vous rasséréner un peu. Et puis, bon, je pense qu'on va tous se retrouver d'ici quelques temps dans une situation quand même plus normale, plus apaisée. Voilà. Merci Serge, merci beaucoup Serge et merci à tous pour votre écoute. Alors, Nelly Perrin nous dit, à toute fin utile, pourriez-vous nous renvoyer les coordonnées exactes des livres que vous avez cités? Alors, on va vous envoyer les coordonnées exactes de toute façon suite à cette conférence. Vous allez tous recevoir un message et surtout, vous allez recevoir le lien pour pouvoir visionner le replay qui sera aussi sur la chaîne YouTube GACD. Et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Hein. Vous pouvez m'envoyer vos questions à mon adresse email qui va apparaître après sur l'email que vous allez recevoir. Je les communiquerai au docteur Deschaux qui, je suis sûre, vous répondra sans aucun problème. Avec plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas, on pourra continuer cette conférence par la suite. Et je suis encore désolée pour ces problèmes techniques. On s'en est sorti comme on pouvait. Hein. Mais voilà, ça c'est le live. C'est un petit peu dommage dans la mesure où on était vraiment sur un thème qui prête à l'échange. Mais bon, écoutez, on a quand même sauvé les meubles, hein, parce qu'on revient, Emmanuel le sait, on revient de très très loin. Ouais, de très loin. De très très loin, ça aurait pu être l'écran noir de mes nuits blanches. Maintenant, bon, on connaît les difficultés du digital. Hein. On est malgré tout, c'est pas toujours facile, mais bon, on pourra renouveler cette conférence de toute façon. Hein. Il y a aucun souci. Serge. À votre disposition. J'aurai peut-être d'autres choses à vous raconter. Bien sûr. La situation change constamment. Ouais. Mais bon, là, je vous ai donné ce soir, je pense, je vous ai donné les fondamentaux qui risquent de persister. Voilà. Et à vous tous, portez-vous bien, attention à vous, continuez à travailler, mais faites attention quand même. Modérez-vous. Hein. C'est pas parce que voilà. c'est pas parce que vous allez bosser comme des sourds que vous serez plus récompensés. Je vous ai dit, hein, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Hein. Vous devez franchir la ligne d'arrivée. Pour certains d'entre vous, elle n'est pas encore à portée demain. Donc ménagez-vous, hein, ménagez-vous. Surtout, c'est le bon conseil que j'avais avant et que j'ai encore plus aujourd'hui. Ménagez-vous, mais tout va aller pour le mieux. On sera tous vaccinés.
Oui, On va vers des beaux jours. On va vers des beaux jours. bien sûr. Très bonne soirée à tous. Merci Serge. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci à tous pour Allez, votre compréhension. prenez bien soin de vous. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.